Bonjour à vous. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'on appelle la trace d'une matrice. Donc on va définir un objet, on va se donner une matrice, et on va parler de ce qu'on appelle la trace d'une matrice. Dans tout ce qui va venir, le triplet N, M et P, c'est un triplet d'entiers non nuls. Donc c'est des éléments qui sont dans N et qui sont non nuls. Et donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la trace d'une matrice? Quel est cet objet? Quelle est cette définition? On va d'abord trouver ce que c'est la trace d'une matrice, donner la définition. C'est relativement simple, vous allez voir. On appelle trace d'une matrice de A la somme des coefficients diagonaux de la matrice. Elle est notée trace de A, TR, parenthèse A. C'est la trace d'une matrice. Donc si on se pose la question, qu'est-ce que c'est concrètement à travers des exemples? Prenons des exemples, on va se mettre avec n égale 3, des matrices carrées de taille 3. Si la matrice A, c'est une matrice composée des éléments suivants, donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et moins 9, parce qu'il n'y a pas que les nombres positifs dans la vie. Qu'est-ce que c'est la trace de la matrice A? Eh bien c'est la somme des coefficients diagonaux. Donc on s'intéresse uniquement à ces coefficients diagonaux et on oublie totalement le 2, le 3 et le 6, 4, 7, 8 qui ne sont pas sur diagonale. On s'intéresse donc uniquement à la somme des coefficients diagonaux. Et la trace de A n'est rien d'autre que 1 plus 5 moins 9. Ce qui fait, après calcul très compliqué, il ne faut pas que je me trompe dans la vidéo quand même, 6 moins 9, ça fait moins 3. Et maintenant, si on prend une matrice D, qui est une matrice diagonale, pour vraiment vous montrer des exemples, 1, moins 8 et 7, voilà, j'invente une matrice. Vous prenez une matrice D diagonale, et bien comme toujours, on s'intéresse dans une trace à la somme des coefficients diagonaux, donc on s'intéresse uniquement à ceci. Et donc la trace de la matrice D, c'est rien d'autre que 1, moins 8 plus 7, ce qui fait, après un savant calcul, 0. Donc comme vous le voyez, en termes de calcul, c'est pas très compliqué. En termes de définition, ce n'est pas très compliqué également. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est si la matrice est diagonale, si on fait un espèce de lien avec la réduction des matrices et les valeurs propres, eh ben, il pourra se passer des résultats intéressants lorsqu'on cherchera à diagonaliser une matrice. C'est l'idée de la chose, l'idée de la trace. Qu'est-ce qui se passe pour une matrice diagonale? Les valeurs propres sont les éléments diagonaux. On va essayer de faire plus tard le lien avec tout ça. Voilà, donc maintenant qu'on a vu cette matrice et cette nouvelle définition, posons-nous la question un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a comme propriété? Alors la première propriété qui vient tout de suite, c'est étudier l'application trace. C'est-à-dire que ce coup-ci, on ne prend plus juste la trace d'un élément, mais je vais créer une application trace qui prend à une matrice Mn de K, lui associe un scalaire, et l'application, elle prend la matrice A et elle lui associe trace de A, donc c'est une application qui ne pose pas de problème de définition. Et l'idée, c'est montrer que cet objet-là est linéaire. Alors ici, on va faire la preuve complète de cette propriété. Donc preuve. Montrons que l'application trace est linéaire. Donc, commençons avec deux éléments, soit A et B, deux matrices de MNK. Qu'est-ce qui se passe si on étudie la trace de la matrice AB, la matrice A plus B? Alors, avec les conventions usuelles, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans un formalisme plus rigoureux, la somme des coefficients diagonaux. Si la matrice A, avec l'habitude des notations, c'est la matrice AIJ, avec I qui est un entier entre 1 et n, et J qui est un entier entre 1 et n, qu'est-ce que c'est la trace de la matrice A? C'est la somme des AIJ pour I qui va de 1 à n. Alors, ce n'est pas la somme des A et J, justement. Ici, si on prend un peu de rigueur, c'est la somme des coefficients diagonaux.
Et la somme des coefficients diagonaux, c'est la somme des A, I, I. Un élément qui est sur la diagonale, la ligne est égale à la colonne. Donc la trace d'une matrice, c'est la somme des coefficients diagonaux. De la même manière que si on prend la matrice B qu'on a choisie au début, on l'écrit sous la forme des B, I, J. I est un entier entre 1 et n. Et J est un entier entre 1 et n. De la même manière, la trace de la matrice B n'est rien d'autre que la somme des coefficients diagonaux. Donc je vais sommer les coefficients diagonaux, donc j'aurai B11 plus B22 plus B33 jusqu'à BNN. C'est donc la somme des BI. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant s'intéresser à qu'est-ce que c'est la trace de A plus B. On va donc s'intéresser à la trace de A plus B, avec A c'est la matrice AIJ, B c'est la matrice BIJ. Donc suite de la preuve. La trace de la matrice A plus B. Ça va donc être la somme pour I égale 1 jusqu'à n des coefficients diagonaux de la matrice A plus B. Mais qu'est-ce que j'ai sur la matrice A plus B? J'ai AII plus BII. Dire que la somme des coefficients diagonaux de la matrice A plus B, c'est les coefficients de A plus ceux de B. Et après, on va utiliser ici la linéarité de la somme. C'est donc la somme pour I égale 1 jusqu'à n des AII, plus la somme pour I égale 1 jusqu'à n des BII. Ce qui correspond bien à la trace de A, plus la trace de B. On a donc montré que l'application trace transforme une somme en une somme. Et maintenant, étape suivante. Si lambda est un scalaire et la matrice A, on la reprend, une matrice de MNK, qu'est-ce que c'est la trace de la matrice lambda A? Eh bien, c'est la somme des coefficients diagonaux de la matrice lambda A. Donc, j'écris la matrice lambda A, c'est les lambda AIJ. Si je prends les coefficients diagonaux, j'aurai lambda AII. Et comme la somme est linéaire, le lambda étant un facteur commun à tous les termes de la somme, je peux le mettre devant la somme. C'est donc lambda, facteur de la somme des AII, pour I qui est égal à 1 jusqu'à n. Et là, on reconnaît lambda fois la somme des AII, ce n'est rien d'autre que lambda fois la trace de A. On a donc montré calmement que la trace de A plus B, c'est la trace de A plus la trace de B. On a montré que la trace de lambda A, c'est égal à lambda trace de A. On a donc bien démontré que l'application trace est linéaire. Donc petite preuve qui permet de rappeler comment est-ce qu'on démontre qu'une application est linéaire. Maintenant, si on prend les choses sérieuses, on va aller chercher une propriété plus importante, c'est la principale propriété de la trace. Vous allez voir, elle sera un peu plus dure à démontrer. La propriété qu'on va voir maintenant tout de suite, c'est la propriété dite du produit, qui a une répercussion extrêmement importante quand on parle de matrices semblables qu'on verra juste après. Elle vous dit simplement cette propriété que si on prend deux matrices A et B, 2Mn, 2K, on n'a que la trace de AB, c'est la trace de BA. On n'a pas que la trace de AB, c'est la trace de A fois la trace de B, mais on n'a que la trace de AB du produit AB, c'est la trace de BA. On se rappelle que pour les matrices, le produit matriciel n'est pas commutatif, donc la matrice A fois B n'est pas nécessairement la matrice B fois A. Et on va montrer cette propriété-là. Alors, il y a un petit travail préparatif à faire. Je vais vous rappeler quand même qu'est-ce que c'est le produit de matrice. Donc, si on prend la matrice A, avec les conventions précédentes, c'est la matrice A, I, J. I et J, c'est des éléments qui sont entre 1 et n. Et la matrice B, c'est la matrice B, I, J. I et J, toujours pareil, des éléments entre 1 et n. On n'a que la matrice A fois B, c'est une matrice carrée. Et si on fait le produit matriciel AB, AB, c'est donc une matrice que je vais appeler C et J. I appartient à 1n, je remets les bornes. J appartient à 1n.
Et si on remet un petit peu les mains dans le cambouis du produit matriciel, qu'est-ce que c'est CIJ? CIJ, c'est une formule que vous avez peut-être oubliée pour certains, mais qui est une formule que vous avez vue au préalable. C'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n d a i k b k j. Souvenez-vous du produit matriciel, hein. Si on prend une autre couleur pour faire la chose, si on fait la matrice A fois B, souvenez-vous que la matrice A fois la matrice B, pour avoir le terme ici, C, I, J, vous avez ici la ligne numéro I, vous avez ici la colonne numéro J, et comment est-ce qu'on trouve le CIJ? On va faire le premier terme ici fois celui-ci, plus le second ici fois le deuxième terme ici, plus le troisième fois celui-ci, et vous avez une sorte de somme de produits. C'est une somme de ce terme-là fois celui-ci, et donc vous avez bien une somme d'un produit qui est formalisé par ce produit-là. Donc voilà ce qui se passe si on cherche à faire le produit matriciel A fois B. Alors dans la suite de la preuve, je vais essayer de vous poser aussi la matrice B fois A. La matrice B fois A, c'est également une matrice carrée de taille n. Et ces coefficients, je vais les appeler DIJ. Mais plutôt que les appeler DIJ, pour la preuve derrière, je vais parler de BKJ. Pour ne pas avoir de problème de notation. K, c'est un entier entre 1 et n. Et J, c'est un entier entre 1 et n. Et qu'est-ce que vaut DKJ? DKJ, c'est l'élément qui est en position ligne K et colonne J. C'est la somme des BKI AIJ. C'est exactement la même chose, mais je joue un petit peu avec les lettres. Vous verrez, ça aura un sens dans la preuve qui sera juste derrière. Donc aussi, c'est la somme sur I égale 1 à n des BKI AIJ. Voilà pour le produit AB et le produit BA. Donc ça c'est important, c'est le rappel de la formule du produit, parce que si on va essayer de démontrer la propriété 1,39, que pour toute matrice A et B, trace de AB égale trace de BA, il faut qu'on sache ce qu'est la matrice AB et ce qu'est la matrice BA. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'intéresser à la preuve de cette propriété. On va se donner de la place. Donc la preuve. Donc soit A et B les matrices. Hein. Prenons les matrices A et B de Mn de K. On rappelle que A c'est la matrice AIJ, B les coefficients c'est BIJ. La matrice B, il y a quand même un gros B majuscule. La matrice C, pardon, il n'y a pas de C ici. C'est la matrice A fois B. C'est un produit horrible quand même, mais c'est la matrice que l'on note CIJ. Alors les I et J sont à l'indice. Hein. Et la matrice B fois A, c'est la matrice vue précédemment, qu'on a notée DKJ. C'est un problème sémantique. Hein. K représente les lignes, J représente les colonne. Alors qu'est-ce que c'est la trace de AB? Si on fait la preuve, intéressons-nous à la trace de la matrice AB. Qu'est-ce que c'est la trace de la matrice A fois B? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est la somme des coefficients diagonaux. C'est donc la somme des coefficients diagonaux de la matrice CIJ. Donc qu'est-ce que j'ai sur la diagonale? I et J étant pris, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à n des CII. Pas de problème, c'est la somme des CII, la matrice AB, c'est celle-ci. Et si on essaye d'extrapoler ce que c'est, qu'est-ce que c'est le CII? Reprenez la formule du produit matriciel, donc c'est la somme pour I égale 1 à n. CII, c'est la somme pour K égale 1 à n des A, I, K, B, K, I. C'est le produit matriciel. Maintenant, qu'est-ce que c'est la trace de la matrice BA? Eh bien, j'ai envie de vous dire,
ça ne change pas grand-chose. C'est la somme des coefficients diagonaux de la matrice BA, donc c'est la somme des DKK. K qui va de 1 jusqu'à n. Et maintenant, il faut essayer de creuser la chose. Qu'est-ce que c'est DKK? C'est la somme pour K égale 1 jusqu'à n des B. Pardon, je m'embrouille un peu. C'est la somme pour K égale 1 jusqu'à n des DKK. Qu'est-ce que c'est DKK? DKK, ben, c'est rien d'autre que la somme, si je reprends les notations précédentes, pour I qui va de 1 jusqu'à n, des BKI à IK. Voilà. Trace de AB, c'est cette ligne-là. Trace de BA, c'est celle-ci. Et la propriété, elle cherche à démontrer que ces deux objets-là sont égaux. Alors si on prend le temps de regarder ces deux objets-là, est-ce que les termes ici sont les mêmes? Effectivement, les termes, c'est les mêmes, le produit commutatif. Ces termes-là, c'est pas difficile de montrer que c'est égal. Par contre, c'est au niveau de l'indice de sommation. Je somme sur I puis sur K, c'est-à-dire je somme sur la ligne de A ou la colonne de B en premier, et ici je vais sonner sur la colonne de A en premier. Et on va essayer de revoir cette chose-là. Est-ce que je peux switcher les signes somme? Parce que c'est clairement évident, et je pense choquer personne quand je vous dis que ça, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à n, de la somme pour I égale 1 jusqu'à n des A, I, K, B, K, I. J'ai juste interverti l'ordre pour faire apparaître le même terme. D'accord? Et l'idée qu'on a maintenant, pour finir cette preuve-là, c'est que ce terme-là, je vais appeler ça un certain alpha IK, c'est une constante. Et est-ce que si je somme ces alpha IK pour I qui va de 1 à n un premier, puis K qui va de 1 à n, ou alors commencer par K puis par I, j'obtiens le même résultat. C'est-à-dire qu'une fois que j'en ai un, les AIK sont égaux, pas de souci. Par contre, maintenant, est-ce que c'est pareil? Et pour ça, il faut revenir un petit peu à cette sommation et se souvenir d'un petit schéma très facile à comprendre. Mettons, le I c'est l'indice des lignes, donc ça c'est l'indice des I. I vaut 1, puis I vaut 2, puis I vaut 3, jusqu'à N, et ça c'est la colonne, donc c'est les K pour le alpha IK. Donc on commence par 1, puis par 2, puis par 3, jusqu'à le dernier élément. Et vous avez ici en position 1, 1. C'est le alpha 1, 1. Ici, vous avez alpha 1, 2. Ici, vous avez alpha 1, 3. Ici, vous avez alpha 2, 1, alpha 2, 2, alpha 2, 3. Et ici, vous avez, si on continue, alpha 3, 1, alpha 3, 2, alpha 3, 3. Et si on prend un peu de recul et qu'on fait le lien avec tout ça, vous aurez ici également le dernier qui est alpha ligne 1 colonne n. Ici, c'est le coefficient alpha ligne 2 colonne n. Ici, c'est le coefficient alpha ligne 3 colonne n. Et le dernier ici, vous avez alpha nn. C'est-à-dire que là, vous avez une grosse somme. Vous avez à sommer plein de termes. Si on fait le lien, dans cette somme-là, vous avez une somme, vous avez en fait n fois n termes à sommer. Ici, vous avez n fois n termes à sommer. Les termes qu'on va sommer, ben, c'est alpha 1, 1, alpha 1, 2, alpha 1, 3, etc. C'est-à-dire qu'on va sommer tous les termes qui sont là. J'en ai n carré. D'accord? Si on veut vraiment finir la chose, vous avez ici alpha n1, ici vous avez alpha n2, et ici vous avez alpha n3, avec des points de suspension dans tous les sens. Vous avez n carré termes à sommer. Et cette fameuse interversion de somme que vous avez peut-être déjà rencontrée, si on remet les mains dans le cambouis, savoir ce qui se passe, vous avez deux façons, il y en a d'autres, mais ici vous avez réellement deux façons de sommer dans cette preuve-là. Soit vous commencez à les sommer par colonne, vous faites la somme de ces éléments-là, plus la somme de cette colonne-là, plus la somme de cette colonne-là. C'est-à-dire que vous commencez par colonne.
je somme la colonne 1, puis la colonne 2, puis la colonne 3, etc. Soit vous sommez en ligne, et vous les sommez dans l'autre sens. Mais à l'arrivée, si on somme en commençant par les colonnes ou en commençant par les lignes, on aura le même résultat. Donc ce qui se passe quand on fait ces deux sommes-là, c'est que là, vous commencez à sommer avec les i. Donc vous sommez par les lignes, alors que là, vous faites la somme des éléments k, donc vous sommez avec le k. Vous allez sommer en commençant par sommer selon la colonne. Donc ces deux quantités-là sont visuellement égales, parce que soit vous sommez par ligne c'est dans ce sens-là évidemment, soit vous sommez par colonne. Donc voilà pourquoi on a une propriété relativement simple. Si je prends le feutre noir parce que je reviens à ma preuve, c'est que la somme en commençant par k de 1 jusqu'à n, puis je somme avec les i des fameux alpha ik, elle est égale à la somme pour i égale 1 jusqu'à n, somme pour k égale 1 jusqu'à n des alpha ik. Soit je commence à sommer sur k, puis après par i, soit je commence à sommer sur i, puis après par k. Et c'est pour ça que vous avez la propriété, c'est que la trace de AB est égale à la trace de BA. Ce qui fait la fin de la propriété. C'est une preuve qui est juste une interversion de sigma. Une fois qu'on a pris le temps de poser la matrice AB et la matrice BA, on observe qu'on somme la même quantité d'objets. Donc voilà la fin de cette preuve pour l'interversion des sigma, ce qui prouve que trace de AB égale trace de BA. Une des applications énormes de cette propriété-là, c'est le corollaire suivant. Pourquoi je m'intervertis des choses? C'est qu'on obtient, grâce à ça, que deux matrices semblables ont même trace. Je vous rappelle que qu'est-ce que signifie deux matrices semblables? A et B sont semblables si il existe une matrice P inversible, telle que A égale P, B, P-1. Deux matrices sont semblables s'il existe une matrice de passage, P, une matrice inversible permettant d'obtenir que la matrice A c'est P, B, P-1. Donc si on s'intéresse à la preuve de ce corollaire, pas très compliqué, vous allez voir. Si vous avez que A est égal à P, B, P-1, la trace de A, c'est la trace de P, B, P-1. Je peux switcher, je peux intervertir, je peux commuter les matrices dans la trace. Théorème précédent, propriété précédente. C'est donc la trace de P, P-1, B. Ça fait la matrice identité. C'est donc la trace de B. Ce qui clôt la preuve. L'application trace est linéaire. Première propriété importante. Deuxième propriété, deux matrices semblables ont même trace. Ceci aura une importance quand on fera la réduction des matrices notamment.